Ce programme vous est proposé par Osiris, cabinet de coaching et de formation en intelligence de soi. Je peux, même dans un contexte, on va dire politique, qui serait très sécuritaire, pas nécessairement en adéquation avec les valeurs que moi je porte, parce que le fondement de mon action auprès des détenus, encore une fois, c'est humanité et respect, je sais que j'arriverai à changer des choses. Bonjour, je suis Marc Joget et vous écoutez Chiche, le podcast où l'on s'interroge sur le nouveau leadership dont le monde a besoin. Avec vous, je partage mes rencontres avec des hommes et des femmes inspirants. Dirigeants d'entreprise, experts ou entrepreneurs, ils interrogent leur singularité et challengent leurs habitudes. Ensemble, nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de transformation, de connaissance de soi et de relation aux autres, mais aussi du courage nécessaire pour mettre nos valeurs en action et faire nos choix en conscience. Vous écoutez Chiche, soyez les bienvenus. Dans la première partie de notre conversation, qui a donné lieu à l'épisode de Chiche précédent, on a abordé plusieurs aspects du leadership et on les a explorés dans le contexte spécial de la prison et de l'univers carcéral. Et on a aussi évoqué l'enjeu de transformation du détenu que la prison est censée préparer à la réinsertion. J'aimerais maintenant continuer à tirer le fil de cette idée de transformation, mais en abordant celle du dirigeant, celle du directeur que tu as été, directeur de prison. Si tu es d'accord, j'aimerais beaucoup que tu partages avec nous quelques leçons personnelles tirées de ton expérience, extrême parfois. Et comme c'est ma façon de travailler avec les personnes que j'accompagne, je te propose de le faire en te basant sur les tensions qui existent en nous face à chaque situation, en repérant les différentes parties de nous qui sont à l'œuvre. On appelle ça les polarités. Et d'ailleurs, si on réfléchit à ton parcours, tu es l'homme qui conjugue à la fois l'autorité républicaine et la réinsertion par le travail. Tu as d'abord été le garant de la contrainte et de l'autorité en prison, mais aussi, une autre partie de toi est aujourd'hui le moteur de la liberté retrouvée par le travail. Alors ma première question, c'est là-dessus justement. Comment s'équilibre en toi, dans ton esprit ou tous les jours, la main qui ferme la porte, celle de la sanction, et la main qui prépare la porte à s'ouvrir, celle de la réinsertion? Paradoxalement, moi je vois pas autant de contradictions que la façon dont tu l'as évoqué. D'abord, je sanctionne pas, moi. Je suis pas magistrat, je condamne pas. Je reçois des gens qui sont condamnés. Alors effectivement, à l'intérieur d'une prison, il y a des comportements qui sont condamnables et qu'il faut réprimer. Alors moi, je vois pas de contradiction parce que pour moi, j'ai toujours mis en avant et dans mon métier d'ailleurs, c'est pas que je sois une voix singulière, mais c'est pas communément partagé par tout le monde. Voilà, mais moi c'est comme ça, c'est mon identité. J'ai toujours mis en avant ma mission d'insertion. Et j'ai toujours considéré que la mission d'insertion, c'était la meilleure garante de la sécurité. Alors de temps en temps, ça suffit pas. Et il faut qu'on bascule dans la répression. Bon, bah il faut le faire. Faut pas avoir d'état d'âme. C'est compliqué de faire appel à la partie de Bruno qui bascule dans la répression, alors que tu nous expliques que finalement ton point de départ c'est la réinsertion. Oui, pour moi, disons que c'est pas que ce soit compliqué, c'est que c'est pas naturel. J'ai pas cette fibre autoritaire. J'ai des collègues qui assument beaucoup plus ça. Moi, je l'ai fait parce que j'ai présidé des commissions de discipline. On t'aurait pas confié les clés de la prison de la santé si on savait pas il y avait une partie de Bruno qui savait maintenir bien sûr, bien sûr. Voilà, je pense que j'aurais pas fait cette carrière. Mais là, vraisemblablement la TIGIP, c'est mon dernier poste. Mais c'est sans doute celui qui me correspond le plus parce qu'aujourd'hui, je ne traite que des questions relatives à l'insertion. Voilà. Alors, mais encore une fois, pourquoi je ne vois pas de contradiction entre les deux? Parce que j'ai un moteur. C'est humanité et respect. Et on peut faire de la sécurité avec humanité et respect. On peut aller au contact avec humanité et respect. On peut être répressif avec humanité et respect. À partir du moment où ça, c'est là, bon voilà, moi j'ai été capable de donner des instructions, par exemple à des surveillants parce qu'on avait un détenu récalcitrant. Ok, allez-y, prenez-le, ceinturez-le, foutez-le au quartier disciplinaire. Bon, mais derrière j'étais capable aussi d'aller voir le détenu et de lui expliquer pourquoi on avait fait ça.
parce qu'il m'avait amené à faire ça. Et que c'est pas du tout de gaieté de cœur, mais que ça fait partie de mon métier. Et mon discours, ça a toujours été de dire, là, vous ne me laissez pas d'autres possibilités, donc je vais le faire, sans état d'âme, mais mon objectif, c'est qu'à terme, vous en sortiez. Donc on va voir comment vous évoluez. Enfin, voilà, donc encore une fois, pourquoi j'assume, entre guillemets, cette contradiction, c'est parce que dans les deux cas, ça repose toujours sur les deux principes qui sont respect et humanité. Et c'est très intéressant ce que tu dis, et c'est tellement vrai, parce que c'est vrai que face à des injonctions contradictoires, à des options qui peuvent sembler opposées, telles que je les ai présentées d'ailleurs, et tu as bien fait de me reprendre là-dessus, c'est vrai que c'est probablement cette colonne vertébrale, cet alignement, cette conscience de ce qui te porte, et tu parlais de humanité et respect, qui te permet un jour d'être celui qui appuie fort pour maintenir l'ordre, et puis un jour celui qui finalement accompagne. Exigence et bienveillance, c'est un thème qui revient très souvent dans les accompagnements. Il y en a un autre aussi, et on l'entend avec ce que tu nous dis, c'est empathie et distance. Diriger un univers de contraintes, peut-être de souffrance aussi parfois, ça exige de l'empathie. Et on le sent quand tu me parles ici. Mais aussi, j'imagine que ça exige de prendre de la distance avec les faits. Tu vois, cette tension entre Bruno l'empathique et Bruno qui doit absolument garder ses distances. Comment tu le gères, cet équilibre, et comment cette difficulté, peut-être, est-ce qu'elle t'a appris à écouter tes émotions ? Ben, je le gère parce que je pense que j'ai toujours mis autour de moi un système de protection lié à une vie personnelle que j'ai jamais négligée. C'est-à-dire que je suis pas un drogué du travail. Alors je peux le dire maintenant, je suis en fin de carrière donc j'attends plus rien. Mais je suis pas un drogué du travail. J'ai toujours mis des limites. J'ai toujours pris tous les jours de vacances que je pouvais prendre. J'ai jamais été celui qui reste au bureau jusqu'à 23 heures. Alors je fais mon boulot. J'ai été conseiller dans 2 cabinets ministériels j'ai fait 3 ans de cabinet. Donc je pense que si j'avais été un baltringue, je pense qu'on m'aurait pas gardé. En plus, le directeur du cabinet, c'était François Molins, le ancien procureur de Paris, qui est devenu très populaire au moment des attentats. Donc franchement, je peux te dire que c'est un homme pour lequel j'ai le plus profond respect, mais si j'avais pas fait l'affaire, il m'aurait pas gardé longtemps parce que c'était pas le genre. Voilà, mais j'ai toujours considéré que pour me protéger, pour rester à distance, il fallait aussi que je m'aère. Et ça, c'est très important. D'abord parce que faut s'aérer, il faut pour rester créatif aussi. On a besoin de rester créatif dans ces métiers. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des projets, on a besoin d'avoir d'entraîner les gens. Donc, pour entraîner les gens, t'entraînes pas les gens si t'arrives avec une tête comme ça, complètement défoncée parce que t'es crevé et les gens se disent, bah oui, où il nous emmène, lui. Donc, voilà. Donc, ça veut dire, et puis c'est aussi, tu parlais d'empathie. Moi, j'ai besoin, alors c'est peut-être un défaut, je sais pas. J'ai besoin d'aimer les gens avec lesquels je travaille. C'est-à-dire que mon équipe, c'est vraiment mon équipe, quoi. Et tu disais d'ailleurs un peu plus tôt dans notre conversation, j'aime mes détenus. Oui, mais j'aime aussi mes personnels. Ouais. Voilà. Et j'ai besoin de créer quelque chose de fort. Mais effectivement, pour moi, la distance que tu évoques, c'est vraiment une distance de protection qui fait qu'on va pas basculer dans un truc où finalement on n'est plus que ça. C'est une sorte de discipline aussi que tu te mets, de faire la part des choses, et puis finalement de garder cette distance par rapport à toutes ces situations, et on entend beaucoup bien sûr. qui sont... Moi j'aime lire, j'aime aller au cinéma, j'aime la musique par-dessus tout, et ça c'est des choses qui me permettent justement de garder à distance un univers qui peut vite te happer complètement, parce qu'une prison, ça fonctionne 24/24. Un directeur de prison, il peut passer sa vie, mais quand il passe ta vie, t'en sors pas indemne. Je
t'ai proposé tout à l'heure de continuer cet entretien toujours avec ce qu'on appelle les polarités, avec les différentes parties de soi. Et puis finalement, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir comment toi, dans ces situations, tu les gères. Tu travailles au sein d'un ministère, sous l'autorité d'un ministre, du politique en général. Tu disais, c'est un ministère régalien, le ministère de la Justice. Et en même temps, ce qu'on entend depuis le début de notre conversation, c'est que les moments où tu réussis, c'est les moments où tu es toi-même, fidèle à la colonne vertébrale, à tes valeurs, dans un rôle si exposé, si réglementé, si exigeant que le directeur de prison. Comment est-ce que ta personnalité et tes propres limites ont été mises à l'épreuve ? Elles le sont tous les jours, parce que la politique pénitentiaire, elle n'est pas non plus toujours dans le sens que moi je souhaiterais. Voilà, mais ça, il faut l'accepter. Je veux dire, t'es fonctionnaire. Jean-Pierre de Chevènement disait, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Un fonctionnaire, c'est pareil. Si t'es pas content de la politique qui est menée, tu réfléchis, tu te poses une clause de conscience, voilà. Puis un chef d'entreprise avec des actionnaires ou avec j'imagine, c'est pas une profession libérale, hein, donc ça, moi, ça m'a jamais gêné, ça, parce que je sais aussi que j'ai une marge de manœuvre et que je peux, même dans un contexte, on va dire politique, qui serait très sécuritaire et qui donc serait pas nécessairement en adéquation avec les valeurs que moi je porte, mais je sais, parce que le fondement de mon action auprès des détenus, encore une fois, c'est humanité et respect, je sais que j'arriverai à changer des choses. Là, je sors de 6 ans à la prison de la Santé. Elle est en plein Paris. Les détenus sont contents d'y être parce que pour les familles, c'est facile. Elle a été fermée entre 2014 et 2019 pour être entièrement rénovée. Par rapport aux valeurs qui sont les miennes, c'était facile. Mais avant, j'étais à Fresnes, qui est un peu l'antithèse, hein, surpeuplé. Fresnes est connu pour les rats, les cafards, les machins, les trucs, les bidules. Mais j'ai réussi quand même à mettre en place des choses. Parce que quand on a des convictions et quand on a la volonté et quand on peut mettre en place, même dans un contexte difficile. J'ai mis en place à Fresnes des réunions avec les détenus, ce qui s'était jamais fait. Voilà, donc on peut, quand on est fidèle aux convictions qui sont les siennes, quel que soit le lieu dans lequel on est, on arrive quand même à faire bouger les lignes. En fait, il y a une partie de toi qui l'a accepté, qui l'a pris comme une règle du jeu, et ça t'a pas empêché, d'un autre côté, bien sûr, parce que on sait qu'on est dans un ministère régalien, on sait que la politique pénale a une influence sur ce qu'on fait. Voilà, et ça, il faut l'accepter. Encore une fois, sinon c'est invivable. Mais après, on a aussi ces convictions personnelles qui nous permettent d'orienter la façon dont on va gérer les choses. Et justement, cet environnement extérieur, qui est a priori assez différent de ce à quoi tu aspires, en tout cas, et dans lequel tu as très bien réussi avec toute la carrière, cet environnement extérieur, en le vivant, est-ce qu'il t'a fait découvrir des facettes de toi que tu ignorais ? Et comment, finalement, ces parties de toi que tu as découvertes au fur et à mesure, là, que tu ignorais, comment elles ont renforcé ton authenticité de dirigeant ? J'ai du mal à répondre à cette question, en fait, parce que je sais pas si ça m'a fait découvrir des facettes de moi ou si... comment dire, j'y ai jamais réfléchi, en tout cas. C'est-à-dire que je me suis pas dit, c'est parce que j'ai été directeur de prison, que j'ai dirigé une prison comme ça, que finalement, je pense que j'ai presque envie de dire c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est moi avec ce que je suis, mon éducation, mes valeurs, mes engagements, ce que mes parents m'ont inculqué, etc., qui est modelé la façon dont j'ai entendu diriger une prison. Mais après, je pense que ce qui s'est passé, c'est que ça s'est nourri l'un l'autre. C'est-à-dire que l'exemple de ce jeune détenu dont je parlais au début de notre entretien à Moulins, ça m'a renforcé ça m'a fait découvrir en fait la notion de dialogue, d'écoute, etc. Mais je pense que j'avais ça déjà, parce que sinon j'aurais pas réagi comme ça. Je pense qu'en fait c'est un peu le hasard qui fait que les choses se mettent d'équerre. Moi, un autre exemple qui a été pour moi vraiment extrêmement caractéristique. Mon premier poste. J'arrive aux prisons de Lyon, encore un exemple de ce qu'il faut pas faire en matière carcérale, la prison toute pourrie qui se déglingue, surpeuplée. Et à Lyon, les détenus avaient des téléviseurs et des réfrigérateurs dans les cellules.
ça fait 2 jours que j'ai pris mes fonctions, donc je découvre, mais alors vraiment, voilà. Et les mecs sortent sur la coursive les télés et les frigos. Je me dis, c'est quoi ça? On pouvait même plus circuler tellement il y en avait partout, donc on les stocke comme on peut, puis je dis au chef de détention, qui est un peu l'adjoint du jeune directeur qui arrive, je lui dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, je sais pas, on va aller voir. Donc on monte un peu dans les étages. Et là, les détenus nous disent, et c'est fort quand même, hein, ils nous disent, bah écoutez, on vit dans des conditions qui sont épouvantables. Vous croyez que vous allez acheter notre silence avec parce que vous nous mettez un frigo et une télé? Eh ben, on vous les rend, et maintenant on va discuter d'égal à égal. Et là, je me suis dit, faut pas se foutre de leur gueule. Parce que il y a toute une construction politique derrière ça. Ça réfléchit, ça, bon. Et donc, je dis à mon chef, mais moi, j'étais en pleine panique, quoi. Tu sors de l'école, t'arrives avec ton petit cartable en croyant que tu vas réinsérer tout le monde, et tu tombes là-dessus, tu me dis, qu'est-ce que je fais, quoi? Et lui me dit, bon, écoutez, ils vous connaissent pas, vous prenez vos fonctions. Vous avez l'air d'être un mec qui a envie plutôt d'échanger. On va en prendre 3-4 par bâtiment, on les fout dans une salle, et puis vous allez discuter avec eux. Donc, vous engagez pas trop, moi je serai là, il y a des choses qu'on pourra faire, des choses ce sera non, des choses à étudier, bon. Et puis on est parti comme ça, on a passé une après-midi à échanger avec les gars, donc moi je trouve ça plutôt intéressant, quoi, parce que c'est le dialogue, là, ça vient de là pour moi, hein. Voilà, le dialogue. Et du coup, on a continué comme ça. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis, ça se nourrit l'un l'autre, parce que je me souviens du chef de détention qui me dit, mais vous avez l'air d'être quelqu'un qui aime bien parler avec les autres. Donc il avait déjà perçu ça. Et moi j'y vais avec cette idée-là, et en fait ce que je vis, ça renforce ce côté, je suis plutôt dans le dialogue que plutôt de fermer des portes. Moi, ce que j'entends, c'est effectivement que, et on en parle souvent en accompagnement, en coaching, c'est que finalement, on a tout en soi, ouais. On les a déjà, les choses. Mais par contre, ça se révèle. En fonction des situations, où elles se révèlent, où on apprend à les solliciter, cette partie de toi qui est déjà là, elle sera hyper efficace quand il s'agit d'aller discuter dans les cas que tu as mentionnés. Et tu l'avais aussi, la partie de toi qui est hyper efficace quand il s'agit de poser un cadre et de leur dire, écoutez, si vous voulez discuter, vous rentrez d'abord en cellule, enfin, de poser le cadre. Cette partie de toi qui dit maintenant, c'est fini, tu vas au cachot parce que t'as déconné et c'est parce que c'est la règle. Donc c'est là où effectivement, il me semble qu'on apprend à utiliser plus ou moins facilement ces différentes parties de soi au bon moment. Il y a une dernière situation dont j'aimerais discuter avec toi parce qu'elle est très présente pour les managers, les dirigeants dans le climat actuel, dans les accompagnements. C'est le paradoxe aussi dans beaucoup de grands groupes ou d'entreprises qui demandent à tous d'être disruptifs tout en imposant des procédures de contrôle de plus en plus lourdes. C'est une tension finalement entre innovation, créativité dont tu parlais, et puis risque zéro. Et ça, j'imagine qu'en prison, la tension, elle est forte dans un contexte professionnel où la moindre faille de sécurité peut être fatale. Mais pourtant, on a entendu dans tout ce que tu nous as dit que tu as pas cessé d'innover, de transformer la prison, de trouver des nouvelles solutions de travail. Enfin, en tout cas, c'est ce que je retiens. Alors, comment on fait pour être un directeur de prison ou un leader innovant dans un environnement où on n'a pas le droit à l'erreur? Ça devient de plus en plus difficile. Parce que la société aujourd'hui est de moins en moins encline à comprendre qu'on est dans un milieu où le risque zéro peut pas exister. Puisqu'on travaille avec des êtres humains, comme on l'a dit à plusieurs reprises durant cet entretien, ont eu des parcours tous qui sont cabossés, des gens qui ont souffert, qui ont fait souffrir, voilà. Donc le risque zéro, c'est impossible chez nous. Et moi aujourd'hui, je déplore que notre tolérance par rapport à ça, elle soit de plus en plus réduite. Le risque zéro, on l'admet de moins en moins. Alors que on n'a pas ce courage, on parlait de courage, on n'a pas ce courage de dire aux gens, mais attendez, le risque zéro, il est impossible, mais quand vous regardez objectivement les faits, quand vous reprenez ces histoires de permission de sortir, il y a quasiment jamais d'incidents. Il y a moins de 1% d'incidents
sur les peut-être 50 ou 60 000 permissions de sortir qu'on donne aux personnes détenues tous les ans. Donc, il faut objectiver aussi quand on dit des choses. Il ne s'agit pas de dire oui, alors ils sortent en permission et derrière quoi ? Mais derrière, il se passe quasiment jamais rien. Et alors, objectiver, c'est vrai que souvent, cette discussion, quand on l'a avec des personnes qui sont très intuitives ou très dans la théorie, en fait, les ramener finalement à du concret, les ramener à des statistiques, les ramener à des chiffres, les ramener à du réel, ça peut permettre justement de contrebalancer ou Bien en tout sûr, cas de et poser les ramener à la réalité. Et là, il faut du courage. On en parlait du courage. Je pense que il faut bien plus de courage pour dire les choses telles qu'elles sont que, par exemple, pour rentrer dans une cellule quand un détenu est agité. Parce que de toute façon, on sait très bien que derrière, on a 4 malabars derrière nous et que c'est assez rare que ça tourne pas à notre avantage. Donc, peut-être un peu de courage physique. Mais en revanche, aujourd'hui, il faudrait du courage pour défendre un système carcéral ouvert, un système carcéral basé sur la confiance, un système carcéral dont le fondement, c'est la réinsertion des détenus, parce que on entend aujourd'hui n'importe quoi sur le sujet. Et on n'entend pas beaucoup de voix pour dire que bah non, finalement, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. T'as un exemple de quelque chose que un jour t'as inventé avec les surveillants ou les détenus et qui était peut-être un peu au départ à l'encontre de ce risque zéro ? Alors, je suis peut-être un peu trop modeste pour dire que j'ai un exemple d'un truc que j'ai inventé, mais par exemple, en 2009 sort la loi pénitentiaire, grande loi pénitentiaire qu'on attendait depuis des décennies et des décennies, qui institutionnalise l'expression collective des détenus. Alors je dis pas que j'ai inspiré l'exemple et l'article de loi, mais moi je faisais ça déjà depuis 20 ans plus tôt. C'était pas dans les textes, c'était pas institutionnalisé, et c'est une initiative que j'ai pris d'emblée. Ça m'a permis de raccourcir la distance qu'il y a entre les gens dont j'ai la charge et moi. Mais en tout cas, cette créativité, cette innovation dans un cadre très fermé, et ce qu'on disait tout à l'heure, soit disruptif, mais par contre t'as pas le droit à l'erreur. C'est ces valeurs toujours qui t'ont permis de naviguer personnellement, confortablement dans ce paradoxe ou dans ces injonctions contradictoires. Bah, tu viens d'utiliser le mot, hein, il faut naviguer. Bon, bah, on navigue. Mais on navigue d'autant plus tranquillement que on a un cap. Cap, navigation, ça va ensemble. Bien sûr. Donc voilà, Bien sûr. Quand on a un cap, on sait où on veut aller. Tu parles d'une prison où les choses se passent bien. Il y a un petit côté idéaliste, il y a un petit côté peut-être où on pourrait dire naïf, bisounours. Mais ça, c'est des choses, on en parlait tout à l'heure, que tu assumes, que tu poses, que tu partages. Et c'est parce que les gens te connaissent ainsi que la transparence, que la confiance, que le dialogue peut démarrer. Alors oui, j'assume le côté... j'assume le mot idéaliste, sans doute. Mais tout en... Je rejette le mot bisounours parce que j'ai conscience aussi que ça marche pas à tous les coups, j'ai conscience qu'il y a des échecs, j'ai conscience que ça devient compliqué, j'ai conscience des contraintes. Donc on n'est pas dans les bisounours. Tu parlais d'idéalisme, moi je préfère parler d'idéal. Et là je reprends une phrase de Jean Jaurès qui disait comprendre le réel pour aller à l'idéal. Voilà, donc le réel, il est là. Je peux avoir face à moi des détenus réfractaires, des détenus violents, des détenus fous. Bon, il faut aussi gérer ça. Mais derrière, le chemin, c'est d'aller vers une prison dans laquelle, effectivement, on arrivera, même avec ces détenus-là, parce qu'on peut le faire aussi avec ces détenus-là, on arrivera à mettre en place des mécanismes d'échange, de médiation. Dans ce que j'entends, il y a une notion de lucidité par rapport à soi, il y a une notion de réalisme, il y a aussi une notion de peut-être de liberté, la liberté du dirigeant qui finalement se laisse pas coincer par un système, par des actionnaires, par une entreprise et qui réussit finalement à être lui-même. Tu as passé du temps à gérer l'absence de liberté. Comment ta perception de ta propre liberté de dirigeant ou d'homme, la liberté d'innover, d'agir, de créer, d'être en fait qui tu es, comment est-ce qu'elle a évolué depuis
les premiers jours? J'ai été obligé un peu de réfléchir à tout ça et de conceptualiser, parce qu'effectivement, quand on arrive au début, on pense que c'est facile. Parce qu'on vient avec ses convictions. Je suis rentré dans la pénitentiaire 1 an après que Badinter ait été garde des Sceaux, ait quitté la place Vendôme. Donc je viens animé par tout ça, et je pense que ça va être facile. Et puis finalement, on se rend compte que, c'est ce que je disais, quand on est confronté au réel, c'est plus aussi simple que ça. Si je retiens quelque chose, c'est l'aspect stratégique, qui est moins présent au début. Parce qu'au début, on est plus sur ses valeurs, sur ce qu'on voudrait faire, sur ce à quoi on croit, sur les représentations qu'on a du milieu aussi dans lequel sur on ses est, préjugés, et qui sont pas nécessairement la réalité. Donc après, c'est ça l'expérience. On est plus stratégique, on va moins vite, on réfléchit davantage. On parle d'expérience, on parle de tout ton parcours depuis un moment, on parle des choses que tu as apprises, on parle des préjugés auxquels peut-être tu as été confronté, on parle de l'humilité que ces situations ont emmené. Quel conseil au sujet de cette connaissance de soi ou de cet état dans lequel tu es aujourd'hui, tu donnerais au jeune Bruno qui débarque à la maison d'arrêt de Los ou de Moulins, enfin en tout cas il y a bien longtemps? C'est compliqué de se conseiller soi-même parce que j'ai été ce jeune-là. Alors là, je vais être très immodeste, mais tant pis. Essaye de trouver quelqu'un qui va pouvoir être un peu ton point de repère, et essaye de trouver quelqu'un qui, comme moi, croit en ce qu'il fait et est animé par des convictions très profondes. Alors je le dis, ça peut paraître complètement immodeste, essaye de trouver quelqu'un comme moi, mais je le dis parce que fort de 37 ans maintenant d'expérience, j'ai travaillé avec beaucoup de jeunes directeurs maintenant, voilà, et beaucoup d'entre eux, souvent, m'ont dit « vous êtes inspirant ». Et ça, c'est évidemment le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Alors, certains m'ont dit, on n'aime pas du tout la politique que vous voulez mettre en œuvre, mais ils sont assez rares quand même. Mais ils m'ont dit, vous êtes inspirant. Ça veut dire que je leur montre un peu un chemin. Et moi, quand je suis arrivé, j'aurais bien aimé qu'on me montre peut-être davantage le chemin et qu'on me soutienne davantage par rapport à ce qu'étaient mes convictions, etc. Voilà, donc c'est ça, c'est essayer de trouver dans l'environnement dans lequel vous êtes la personne qui va pouvoir vous servir un peu auprès de laquelle vous allez pouvoir confronter vos idées, qui va pouvoir vous dire comment lui il a fait, ce qu'il a mis en place, etc. Alors parfois ça fait un peu discours d'ancien combattant mais en même temps je vais pas avoir honte de vivre ce que j'ai vécu. Alors tu avais peur d'être immodeste, mais en tout cas tant pis. Je te confirme, tu es inspirant et merci de nous avoir inspirés. Merci à toi de m'avoir permis de partager, parce que je pense aussi très profondément que c'est un milieu qui est méconnu et qu'il faut qu'on en parle dès qu'on a l'occasion. On arrive à la fin de la seconde partie de l'épisode de Chiche, enregistré avec Bruno Clément Petreman. Traditionnellement, c'est le moment où j'essaie de reprendre ce que l'invité a partagé avec nous, mais avec mes mots. Chez Osiris, on le propose à la fin de chaque séance de coaching et on appelle ça la vision lucide. Et alors que Bruno a si bien analysé les tensions et les injonctions contradictoires qui peuvent le traverser dans ses fonctions, ma conversation avec lui a renforcé ma certitude que le management commence par soi-même. Qu'il est indispensable de travailler à être plus lucide sur ses modes de fonctionnement, sur ses croyances limitantes, que manager, diriger, c'est influencer l'autre, mais que le premier mouvement est envers soi-même, ce qui n'est possible qu'avec une plus grande conscience de soi. Et qu'en ce sens, le manager, ou celui qui dirige les autres, a un devoir intime d'intégrité envers lui-même. Et je suis même encore plus convaincu que tout ça, c'est encore plus important dans un contexte de changement et d'incertitude économique dans lequel nous entrons en 2026. Alors, chers auditeurs, la connaissance de soi, on s'y met tous. Chiche. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et fait réfléchir. Si c'est le cas, partagez-le, laissez un commentaire et je compte sur vous pour les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour me suggérer des invités ou me faire part de vos retours, contactez-moi sur LinkedIn via Marc Jauget ou par email à l'adresse chiche@marcjauget.com. À très bientôt pour un nouvel épisode de Chiche.